cette année qui va doucement vers son achèvement a marqué, je dirais, trois grandes révolutions avec un petit R, bien entendu, c'est-à-dire trois grands bouleversements. Le premier, c'est quand même effectivement ce printemps arabe. Eh bien, pour la première fois dans notre époque contemporaine, ce sont les sociétés qui ont pris l'initiative. Ça a quand même bouleversé Lénine. Ces révolutions arabes ont été les premières révolutions finalement post-léninistes, non pas dérivant d'une organisation politique, sans organisation, sans leader, sans idéologie et sans programme au sens programme gouvernemental. Je ne dis pas sans valeur, je ne dis pas sans thématique, sans véritablement promouvoir un modèle alternatif de gouvernement. Ce sont des mouvements qui partent des sociétés qui n'ont pas de médiation politique. Ça a été en même temps leur force, pourvu que ça ne devienne pas leur faiblesse. Ça a laissé toutes les strates du politique complètement surprises et inertes. Les classes politiques locales qui ont été complètement déstabilisées, les strates régionales, c'est-à-dire l'incapacité de ce club de dictateurs qui organise le monde arabe de pouvoir en quelque sorte réagir de façon cohérente, et puis ça a frappé de stupeur également le système international dans son entier qui a mis beaucoup de temps à comprendre et à prendre la mesure de ce phénomène. Derrière cette mobilisation sociale, il y a, je crois, un vecteur organisateur de notre espace mondial contemporain, qui est l'humiliation. L'humiliation est en train de se parer des vertus révolutionnaires fondamentales dans notre espace mondial, disons post-bipolaire. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'est suicidé parce qu'il avait été humilié. Et la thématique que l'on retrouve de la manière la plus dense dans tous les slogans qui ont irrigué la révolution du jasmin, mais aussi le mouvement sur la place Tahrir, mais actuellement aussi en Syrie, mais également au Yémen, mais également au Bahreïn, dont personne ne parle. C'est toujours la même chose, karama, dignité. Certains, moi, m'objectent, c'est du verbiage, c'est des mots, etc. Non, c'est l'expression, justement, de la réalité sociale de l'état pur. Le grand effet de ce que j'appelais tout à l'heure, cette domination inégalitaire, cette domination par en haut, cette arrogance structurelle et systématisée, cet ordre international qui s'est construit peu à peu sur les débris de la bipolarité et qui était fondamentalement raciste. On refusait de le voir parce que ça fait mal de dire ça, parce que ça gêne. Mais la diplomatie mondiale est fondamentalement une diplomatie raciste, pour laquelle un homme ne vaut pas un autre homme. Et surtout, un mort ne vaut pas un autre mort. Regardez l'échange de prisonniers qui a eu lieu récemment. Tout le monde connaît intimement le prisonnier israélien, on voit son papa, on voit sa maman, on sait tout de son histoire, on a compté les jours de sa détention, il y a sa photo partout. Et les 10 000 prisonniers palestiniens, eux, sont totalement anonymes. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de souffrance, ils n'ont pas de larmes. Ceux qui sont les victimes de cette arrogance structurelle, comment voulez-vous qu'ils ne se révoltent pas? Comment voulez-vous qu'ils ne s'en rendent pas compte? Quand un président en France, pourtant de gauche, disait 500 000 morts en Afrique, c'est pas très important, etc. Quand il y a un mort en Israël, le Conseil de sécurité se réunit. Quand il y en a 500 000 autour des Grands Lacs, on nous explique que le Rwanda est un État souverain et qu'il n'est pas question d'intervenir. Il y a là quelque chose qui est en train de faire de l'humiliation la première des variables belligènes de notre système international. Aujourd'hui, le risque de guerre, le risque de violence, le risque de conflictualité, il ne dérive plus de la compétition entre puissances, il dérive du sentiment d'humiliation. Dans le double échec de la mondialisation, qui est un défaut d'intégration sociale internationale matérielle et un défaut d'intégration sociale internationale symbolique, le défaut d'intégration sociale internationale symbolique est infiniment plus grave. Tout a tourné autour de ça dans le monde arabe. Humiliation par le despote local. Humiliation à l'échelle régionale. Que le monde arabe constituait jusqu'à aujourd'hui, le constituera-t-il encore demain, une exception dans l'espace mondial.
La seule partie du monde qui n'existe non pas pour elle-même mais pour les autres. Instrumentalité fondamentale du monde arabe. Le monde arabe, il existe pour l'approvisionnement énergétique du monde. Les dirigeants arabes, ils existent pour veiller à cet approvisionnement énergétique, mais pour veiller aussi à contenir les flux migratoires, mais pour veiller aussi à la sécurité en Méditerranée orientale, mais pour veiller à la sécurité d'Israël. Nous retrouvons un vieux relent des années de guerre froide où la confrontation Est-Ouest instrumentalisait tous ceux qui n'étaient ni à l'Est ni à l'Ouest. L'Amérique latine, au temps des dictatures, était aussi instrumentale. Ces régimes n'existaient que pour contenir la menace castriste. L'Asie du Sud-Est, du temps de la guerre Vietnam, était aussi instrumentale. Elle n'existait que pour aider l'effort américain au Vietnam, d'où la création de l'ASEAN en 1967, dont c'était la véritable fonction. Ces régions du monde se sont émancipées de ce statut d'instrumentalité. Le monde arabe ne s'est pas émancipé de cette instrumentalité. Quand on nous raconte oh, c'était des révolutions nationales et il n'était plus question d'Israël, les révolutionnaires en Tunisie, en Égypte, se moquaient éperdument de la Palestine, etc. C'est archi faux, c'est archi faux. D'abord, on l'a vu dans les attaques qui ont été portées au Caire, notamment contre l'ambassade d'Israël. Tous les témoignages que j'ai pu recueillir sur Tahrir, la Palestine était très présente parce que dans la tête des jeunes Égyptiens, c'est exactement la même chose. L'humiliation par le dictateur ou l'humiliation par cette diplomatie du doggy bag, qui était la diplomatie de Moubarak, c'était exactement la même chose. Cette force du mouvement social, elle a fait tomber un certain nombre de dictateurs et elle pose deux questions fondamentales. Si maintenant la dynamique du monde, elle se fait par des mouvements sociaux et non des actions d'État ou des actions politiques, ces mouvements sociaux sont-ils capables de passer au stade politique? Il y a un risque avec le printemps arabe. D'abord que les forces de répression l'emportent sur les forces de mouvement en Syrie, au Yémen, à Bahreïn, c'est déjà fait. Mais il y a un risque encore plus profond, qui est que nous n'avons aucune indication qui nous permette de penser que ce mouvement social est en train de se transformer en mouvement politique capable de prendre et d'exercer le pouvoir. Que le printemps arabe se révèle être un mai 68 arabe. Un puissant mouvement social avec les élections législatives de juin 68. La récupération du pouvoir par ceux qui avaient vacillé pendant un mois et demi. C'est un scénario qui est possible d'abord dans les pays de changement de dirigeants, en Tunisie et en Égypte. Je ne dis pas que les élections de dimanche prochain en Tunisie peuvent être gagnées par les partisans de l'ancien régime, mais cet ancien régime il est toujours au pouvoir. De même qu'en Égypte, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Ils disposent de forces de quadrillage et de clientélisation de la société qui laissent un peu sans voix le mouvement social qui, lui, n'a pas ses relais politiques. Et là, nous nous trouvons confrontés probablement à un des grands dilemmes de l'espace mondial actuellement. Il y a un écart de plus en plus net, de plus en plus fort entre les sociétés et le politique, dont témoigne parfaitement le mouvement des indignés un peu partout dans le monde. De moins en moins, les individus, et notamment les individus souffrants, se retrouvent dans leur structure politique. Mais est-ce que pour autant, cette contestation globale du politique, à travers ces formes nouvelles de mobilisation, peuvent trouver un cheminement politique qui leur permettra d'agir dans la sphère gouvernementale ou d'entrer dans la sphère gouvernementale. Ça, c'est la grande inconnue. Donc, personne, sauf peut-être l'Amérique latine, se trouve aujourd'hui à l'abri. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui irrigue Israël, l'Europe, le Moyen-Orient, c'est là que ça a commencé, les États-Unis. Personne aujourd'hui ne peut déterminer ce qui risque à ce moment de consécration du divorce entre le social et le politique, ce qui risque d'en dériver. Et de mondialisation de gauche me paraît être un moyen de reconquête. Time to play the game. Time to play the game.